Mass FM. Mass Nuit en live, par vous, pour vous. Bienvenue tout le monde sur cette rubrique spéciale français. À mes côtés, j'ai Bidouge compte nous présenter une synthèse de Double assassinat dans la rue Morgue. Inspiré de Vidocq, aventurier français puis délinquant, policier et enfin détective privé, Double assassinat dans la rue Morgue est un véritable chef-d'œuvre de l'un des plus grands auteurs américains de sa génération, Edgar Allan Poe. Poe va franchement marquer la littérature avec ses romans qui nous plongent dans un monde parallèle où le surnaturel est combiné au réel. Il ne manque pas de nous faire part de ses histoires pour le moins surprenantes. Celle-ci d'ailleurs nous raconte la résolution d'un assassinat des plus étranges. L'histoire se déroule à Paris au XIXe siècle. Edgar Allan Poe met en scène Dupin et son ami narrateur. Dupin est un personnage des plus complexes. Il illustre la capacité d'analyser avec beaucoup de mystère. Tout au long du roman, il nous explique son raisonnement et l'on suit chacune de ses étapes. Il affirme, je cite, « Fonder l'espérance de déchiffrer l'énigme entière ». Page 56. J'ai réellement accroché à la lecture car l'auteur incite ses lecteurs à se poser des questions. Il nous coince entre l'irrationnel et le rationnel. Nous devenons nous-mêmes détectives, à la recherche d'hypothèses de la plus crédible à la plus excentrique. En réalité, Edgar Allan Poe s'inspire d'une logique qui existait déjà à l'époque. Il s'agit du bertillonnage, mis au point par Bertillon en 1879. Celle-ci consiste à décrire les individus afin de faciliter l'enquête. 2 femmes, 2 assassinats, l'une étranglée, l'autre démembrée. Croyez-moi, la chute vous laissera certainement sans voix. Cette nouvelle reste l'un des plus grands classiques et ne manquera pas de vous faire vibrer au rythme du fantastique. Si vous avez aimé Le Fantôme de l'Opéra, Le Mystère de la Chambre jaune de Gaston Leroux, ou si simplement vous êtes fan de romans policiers, fantastiques ou de nouvelles, alors vous savourerez forcément Double assassinat dans la rue Morgue. Merci beaucoup Jeanne pour ton intervention. Et maintenant, place à une autre synthèse, celle de l'affaire Charles Dexter Ward, présentée par Enzo Marchetti. La nouvelle de Lovecraft, qui est l'affaire Charles Dexter Ward, est une nouvelle fantastique. Howard Philip Lovecraft est un auteur américain, né et décédé à Providence, sur la côte ouest des États-Unis. Il a lancé le mythe de Cthulhu, qui perdure sur certains traits, comme dans l'Antre de la Folie, ou sur l'élection de Trump, avec des affiches qui promouvaient Cthulhu, Dark Vador. On le retrouve aussi dans Arkham Asylum, dans Batman, Stephen King et World of Warcraft. On constate à chaque fin de chapitre une chute, ce qui est l'un des points d'intérêt du livre, et relance constamment l'intrigue. Un exemple, fin chapitre 1, met les documents les plus importants, ceux qui, selon le docteur Willett, causèrent la perte de Ward, furent trouvés par le jeune homme en août 1919 derrière les boiseries d'une maison délabrée d'Aulnay-Court. Il y a donc bien une montée du suspense crescendo. De plus, une ambiance de malaise visible par les mots méfiance, gêne, malaise. Le titre porte le nom d'un personnage important, Charles Ward, qui, en quelque sorte, est le sujet de la nouvelle, puisque sa vie est racontée dans la majeure partie du texte. Il est décrit, lui-même et ses actions, comme un ermite. Ward ayant toujours vécu en savant et en ermite, habitué à la solitude et passionné par l'archéologie, le passé. Je cite, « Dès son enfance, Charles Dexter Ward manifesta une véritable passion pour l'archéologie et il se consacra de plus en plus aux choses d'autrefois, l'histoire, la généalogie. La nouvelle que je vais vous présenter est une démonstration de la soif de pouvoir des hommes, ainsi que ses conséquences. Joseph Curwen, l'un des personnages principaux, menait dans un bungalow de Project 7 des recherches soi-disant chimiques qui consistaient à ressusciter ses ancêtres, obtenir leur savoir et ainsi contrôler le monde, ce qui est non sans rappeler Macbeth de Shakespeare. Le général Macbeth commet le crime de régicide pour s'emparer du pouvoir. Joseph Curwen incarne en lui le côté surnaturel du récit, la nécromancie, la magie noire. Mais va s'opposer à ce personnage le docteur Willett, un scientifique et donc un personnage rationnel, qui va croire en cette magie et la combattre par celle-ci. Ce combat que l'on peut voir comme l'affrontement des forces surnaturelles face à la force de la raison. Willett incarne l'écriture réaliste de ce récit, qui se caractérise par les noms des lieux et personnages réels, la description de Charles et Joseph. Et comme l'a dit André Breton, ce qu'il y a d'admirable dans le fantastique, c'est qu'il n'y a plus de fantastique, il n'y a que le réel. Et voilà, merci Enzo, on en a fini avec les synthèses. Maintenant, on continue avec un commentaire de Jehan Bidouge et de Hamzallah Alami sur l'incipit de la peau de chagrin. Vous qui entrez ici abandonnez toute espérance. C'est ainsi que Dante définit l'enfer dans son chant troisième de la Divine Comédie.
On a alors l'impression qu'en pénétrant dans le royaume des morts, nous laissons périr notre âme et nous perdons espoir. Cela fait écho au désespoir, à la misère, au jeu, au désir et enfin au suicide. Les 5 thèmes annoncés par l'auteur dans l'Incipit de Peau de chagrin. Paru en 1831, ce roman d'Honoré de Balzac s'inscrit dans l'esthétique réaliste du milieu du XIXe siècle. C'est aussi un roman fantastique, à portée philosophique, morale et sociale. On peut toutefois dire que c'est un roman charnière, on ressent un léger attachement au romantisme. C'est l'histoire d'un jeune aristocrate, désargenté, désespéré, qui vend son âme contre ses désirs suite à la possession d'une peau de chagrin. On note une référence au pacte avec le diable, caractéristique du mouvement fantastique, et que l'on retrouve aussi dans Faust de Goethe. Dans le passage que nous allons étudier, l'auteur de la comédie humaine propose à la fois certains effets de réel et de mystère. Ainsi, nous nous interrogerons sur la manière dont cet incipit nous plonge dans un cadre inquiétant. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur le lieu dans lequel se déroule l'action. Puis, dans un second temps, nous nous intéresserons au portrait des personnages. Tout d'abord, l'auteur nous présente le cadre spatio-temporel. En effet, l'histoire se déroule au XIXe siècle, vers la fin du mois d'octobre, au Palais Royal de Paris, une maison de jeu. Il opte pour le tripot numéro 36, sans doute en rapport avec l'hôpital psychiatrique. Ce dernier peut également référer au jeu de roulette, où le numéro 36 est synonyme d'espérance nulle, de défaite et de faveur à la banque. Cela accentue l'idée du désespoir et de la misère. Selon Balzac, les maisons de jeu reflètent en réalité une combinaison de l'enfer et de la damnation. Il compare d'ailleurs les jeux aux corridas et aux combats de gladiateurs, meurtriers et cruels. La maison de jeu est donc un endroit où l'on joue son âme. Il renforce cette réflexion à l'aide du champ lexical de l'enfer et de la mort. Démon, cerbère, horreur, sang, âme. De plus, l'énumération, déjà que votre chapeau ne vous appartient plus, que vous vous appartenez à vous-même, vous êtes au jeu, vous, votre fortune, votre coiffe, votre canne et votre manteau, nous apprend qu'une fois entré dans la maison de jeu, on doit s'attendre à un dépouillement total, à une perte de tous ses biens, mais aussi et surtout à une perte de soi-même. Cela fait d'ailleurs allusion au contrat infernal, le pacte avec le diable, ton âme contre tes désirs. Le jeu a une sorte de supériorité sur le joueur. Il décide de son destin. Il s'agit d'une sorte de diable qui te dépouille de tout et qui ne te rend que ton chapeau. En addition, Balzac compare l'effet des maisons de jeu à celui d'un drame sanguinolent. Il accentue donc le caractère horrible, affreux de ces lieux. De même, il met en relief la force, la puissance de cet endroit par le biais du mot « jeu » écrit à 2 reprises en majuscule. De ce fait, on peut penser que l'auteur associe ce jeu à un démon ou encore à un diable, détenant un pouvoir hors du commun. Par le biais de l'expression « il ne s'y trouve pas un clou pour faciliter le suicide », l'auteur souligne que l'on est prisonnier du jeu, du vice et du stup. En effet, même si l'on souhaite, on ne peut pas se donner la mort. Il s'agit d'un lieu malsain. Mais Balzac ne s'arrête pas là, puisqu'il associe également les maisons de jeu aux 7 péchés. Je cite, « Vous verriez là beaucoup de gens honorables qui viennent chercher des distractions et les payent comme ils paieraient le plaisir du spectacle de la gourmandise. » Cependant, dans la religion catholique, la gourmandise est l'un des péchés capitaux avec l'acédie, qui veut dire la paresse, auquel s'ajoutent l'orgueil, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Le jeu est en fait lui-même un péché, puisqu'il inclut la gourmandise, l'acédie, caractérisée par la recherche de l'argent facile, et l'envie. Les joueurs ont soif de richesse et ont le besoin d'assouvir tous leurs désirs. On parle alors de matérialisme. Le groupe de mots costume de joueur fait référence au théâtre et montre que le joueur n'est plus lui-même, mais un acteur à qui l'on donne des directives, que l'on mène à sa guise et qui suit un scénario à l'issue inévitable. Ces hommes, qui viennent périr là pour la fortune et pour le luxe, appartiennent volontairement au jeu et n'en ressortent pas. En réalité, les coupables ne sont pas ces jeux, mais plutôt ces hommes prêts à souffrir pour de l'argent. Ils sont sans espoir et achèvent leur vie dans le péché. Enfin, ils ne sont pas du tout dans l'idéal ou dans la moralité, mais plutôt dans l'esclavage, le matérialisme et le sans-espoir. Par ailleurs, Balzac nous présente des personnages étranges que l'on peut même qualifier de fantastiques. Il met d'abord en évidence un jeune homme vêtu d'une coiffe et d'un manteau. Celui-ci n'a pas de nom, comme s'il était déjà mort. L'auteur garde l'anonymat, sans doute pour aiguiser l'intérêt du lecteur et solliciter son attention. Ainsi, Balzac brise les codes du schéma narratif et plus particulièrement celui de la situation initiale, qui est censé répondre aux questions suivantes. Qui, quoi, quand et où. Le jeune homme est décrit comme innocent, âme encore innocente. On note qu'il n'a jamais été dans une maison de jeu auparavant. L'étonnement manifesté par le jeune homme en recevant une fiche numérotée en échange de son chapeau.
Cependant, s'il entre dans un endroit pareil, c'est qu'il est très certainement déjà en fin de course et désespéré. D'emblée, le jeune homme est pris à partie par un personnage très étrange. Il semble s'apparenter à un gardien de l'enfer. C'est un petit vieillard, blême, accroupi dans l'ombre, qui a une voix sèche et grondeuse et une sorte de figure moulée dans un type ignoble. Il est présenté comme une créature destinée à garder un lieu terrifiant, la maison de jeu. Cela crée une atmosphère effrayante chez le lecteur. De plus, il est comparé à un triste Cerbère, cet horrible monstre de la mythologie grecque à 3 têtes, gardien des enfers. Ce vieillard illustre parfaitement les ravages que provoquent les jeux et la passion. C'était le jeu incarné. En addition, l'auteur trace le parcours d'une personne imprégnée par le jeu depuis toujours, par le biais de la gradation hôpital, vagabondage, puis asphyxie. Les portraits des personnages présentés jusqu'ici peuvent être mis en relation. Le vieil homme est en quelque sorte le miroir du jeune homme, avancé de quelques années. Suite à cela, l'auteur nous présente les joueurs, les habitués. On distingue des vieillards. Ils sont décrits comme ayant les âmes blasées. Ils n'ont sans doute plus goût à la vie, s'ennuient ou sont simplement habitués au jeu depuis leur plus jeune âge et n'arrivent pas à s'en défaire. Il y a également un jeune Italien. Il n'est pas comme les autres car celui-ci respirait l'or et le feu. L'Italien est très désireux. Il ne cherche qu'à s'enrichir encore et encore, toujours plus. Très vite, le jeu fait partie du quotidien des joueurs et ces derniers deviennent passionnés malgré eux par ses malsanités. Les hommes se hâtent de pénétrer dans la maison de jeu. Un homme qui attend avec impatience l'ouverture d'un tripot, tant ils sont obsédés. De plus, cette adoration est explicitée par le champ lexical de la passion. Éblouissante fascination, la passion y abonde, la passion palpitante. Pour Balzac, un véritable joueur ne vit plus, ou du moins, il vit de sa passion et uniquement pour sa passion du jeu et de l'argent. Un véritable joueur qui n'a pas mangé, dormi, vécu, pensé, tant il était rudement flageolé par le fouet de sa martingale. Un véritable joueur ne se soucie pas du tapis usé, ou encore de la simplicité des chaises de paille, et cela révèle l'antithèse humaine. Il recherche le luxe, mais ne se soucie pas de la simplicité du lieu où il vient s'enrichir. En conclusion, Honoré de Balzac nous présente la maison de jeu comme un lieu cauchemardesque, un enfer où l'on joue son âme. Il nous dépossède de tous nos biens, mais aussi de soi. On y retrouve une curieuse combinaison entre l'espoir et le désespoir, la fortune et la misère, la jouissance et la souffrance. Ce lieu est une véritable image de l'antithèse humaine. On recherche la satisfaction, le bonheur et la richesse dans un endroit où la misère et la désillusion règnent. Le jeu est en réalité l'incarnation du diable et des péchés. Il est également addictif et détruit progressivement l'homme. Cet homme-là appartient au jeu et sa vie n'a plus de sens. Il est sans espoir. Dès son entrée en enfer, le joueur est d'office condamné à périr de son plaisir. Il est guidé par le jeu et ne peut y échapper. Merci beaucoup Jehen et Hamza pour cette présentation. Voilà, c'est la fin de cette rubrique spéciale français. On espère vous retrouver dans de futures rubriques. À bientôt. Mass FM, Mass en live par vous.